Alors, marhaba bikoum à vous tous et toutes, et bonsoir à vous. Chers camarades, chers compatriotes et chers amis, c'est un immense plaisir au nom de l'Association des Marocains Polytechniciens de Lausanne de vous souhaiter la bienvenue ce soir à l'EPFL, dans ce lieu où se croisent les idées, les savoirs et les ambitions, au cœur d'un des campus les plus innovants au monde. Avant toute chose, permettez-moi d'abord d'adresser nos remerciements les plus sincères à Monsieur le ministre Riyad Mazour, ainsi à l'ensemble de son équipe d'être présent. Nos remerciements vont également à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Suisse, pour son soutien constant à la communauté marocaine, ainsi qu'à l'équipe de l'ambassade, et en particulier Monsieur Ammar El-Helfaoui et Abdelkhalef Fardou pour leur présence. Nous adressons aussi un mot tout particulier à l'honorable professeur Édouard Bugnon, vice-président pour l'Innovation and Impact et membre de la direction de l'EPFL, pour l'accueil réservé à notre association pour sa présence parmi nous ce soir. Nos sincères remerciements vont également à Madame Mylène de Mediacom d'avoir pu nous aider aujourd'hui ce soir et d'être présente avec nous. Enfin, nous remercions chaleureusement le professeur Rachid Garraoui pour son intérêt constant vers les initiatives étudiantes et pour avoir accepté de partager un moment avec notre public ce soir. Et bien sûr, un immense merci à vous tous, chers membres de la communauté marocaine et à nos amis du Maroc, d'avoir répondu présent pour célébrer ensemble ce moment de dialogue, de fierté et d'inspiration. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Nous sommes en particulièrement heureux de commencer cette conférence sur une note de joie nationale après la magnifique victoire de notre équipe nationale U20 en finale de la Coupe du Monde. Cette victoire, symbole de talent, de courage et de la persévérance de notre jeunesse, incarne à elle seule l'esprit que nous souhaitons célébrer ce soir. Un Maroc qui gagne, qui progresse et qui inspire. C'est donc avec une fierté immense que nous vivons ensemble ce moment particulier. Une rencontre entre le Maroc qui rayonne à l'étranger et celui qui se construit sur le terrain. C'est une rencontre entre deux forces. Celle de la jeunesse marocaine qui rêve, apprend et s'élève, et celle de l'action, du courage et de la vision, incarnée par ceux qui bâtissent le Maroc de demain. Nous appartenons à une génération qui veut comprendre, agir et contribuer. Une génération qui croit que le Maroc ne se rêve pas seulement, mais qu'il se construit. Aujourd'hui, le Maroc change de visage. Il construit ses usines, il conçoit ses voitures et il exporte son savoir-faire. Il devient une nation industrielle, confiante, ambitieuse et résiliente. Et ce Maroc-là, ce Maroc qui agit, ce Maroc qui ose, c'est celui qui inspire notre génération. Une génération qui ne veut plus être spectatrice, mais plutôt actrice du destin du royaume. C'est précisément cette jeunesse que la PML souhaite rassembler ce soir et mettre en valeur. Parce que nous croyons que la diaspora marocaine, qui se distingue à travers le monde, a un rôle essentiel à jouer dans la transformation du Maroc. Ce soir, nous sommes réunis pour un moment fort, un moment de réflexion, d'échange et, je l'espère, d'inspiration. Ce soir, parce que notre pays est à un tournant historique, un tournant industriel, technologique et stratégique, porté par des hommes et des femmes de conviction. Et c'est dans cet esprit d'ouverture et de dialogue que je vous invite maintenant d'accueillir chaleureusement notre très cher professeur Édouard Bugnon, vice-président de l'impact et de l'innovation et membre de la direction de l'EPFL, pour un mot d'accueil. Merci d'accueillir. Merci beaucoup, Salma. Monsieur le ministre, messieurs les représentants du Royaume du Maroc en Suisse, et j'imagine pour le Liechtenstein, puisque c'est la formule consacrée, mesdames et messieurs les membres de la communauté marocaine à Lausanne et dans la région, et puis surtout, chers élèves, chers étudiants, chère Salma qui était mon étudiante 2 fois, on en a parlé avant. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec ces étudiants une fois qu'on n'est plus leur prof. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour exprimer d'abord au nom de l'EPFL l'importance qu'a la relation entre l'EPFL et le Maroc de manière générale, les engagements que nous avons institutionnellement. J'étais personnellement à Ben Guerir
au mois de février pour la Semaine internationale de l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'était un honneur de pouvoir parler devant un parterre. Il y avait probablement 1000 personnes dans la salle lors d'une séance importante avec, à l'invitation de mon collègue et ami, le professeur Gueraoui, que nous entendrons dans un moment. C'était très émouvant de pouvoir échanger, de pouvoir partager. L'EPFL est une jeune université. Monsieur le ministre a étudié à l'ETH de Zurich comme moi. L'EPFL est une université qui grandit, c'est une université qui innove, c'est une université qui partage. C'est une université pour laquelle l'innovation et l'impact sont deux éléments absolument essentiels. Les relations et les échanges que nous avons avec l'UM6P en sont un bon exemple. Le programme d'excellence pour l'Afrique en est un autre bon exemple. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je ne suis pas un spécialiste des relations entre la Suisse et le Maroc. Et donc, plutôt que de dire des généralités ou de demander à mes amis mes talking points de mon discours, je préfère laisser la parole à un spécialiste que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est un membre central d'abord de la communauté professorale à l'EPFL, puisque c'est un professeur ordinaire d'informatique comme moi. C'est également un membre clé de la communauté marocaine en Suisse. Je parle bien évidemment du professeur Rachid Gueraoui, qui est à Paris, mais qui a trouvé le temps de vous adresser quelques mots ce soir. Rachid. Merci Edouard. Désolé vraiment de ne pas être parmi vous. J'espère que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, manifestez-vous. Mais si vous m'entendez, je continue donc de parler. Votre Excellence, Monsieur le Ministre, bienvenue. Votre Excellence, l'ambassadeur, bienvenue aussi. Vraiment, je suis très triste de ne pas être avec vous. J'aime bien me réunir avec les étudiants marocains, en particulier quand il y a une présence marocaine officielle. Encore une fois, les étudiants ont fait ça de manière incroyablement efficace, si efficace que ça a été extrêmement rapide et on n'a pas trop eu le temps de nous débrouiller. Mais encore une fois, bienvenue. Et je vais juste dire deux petits mots à Monsieur le ministre qui connaît quand même bien le PFL, mais quand même, je pense que le PFL que vous n'avez pas fréquenté, vous avez fréquenté la grande sœur. Le PFL est peut-être en train de devenir la grande sœur dans certains domaines, en particulier dans les domaines de computer and communication. C'est vraiment un miracle parce que le département d'informatique n'existait pas il y a 25-30 ans, le PFL n'existait pas il y a 50 ans, et aujourd'hui, on est en train de voir l'émergence d'une université de premier plan avec de la recherche aussi bien fondamentale qu'appliquée et avec un parterre d'étudiants extraordinaires, dont une grande minorité, donc une minorité, mais une grande minorité d'étudiants marocains qui, à l'instar de nos U20 d'hier soir, vont, à mon avis, casser la baraque dans les prochaines années. Donc, je pense que vous avez fait un très bon choix de venir à l'EPFL parce que je pense qu'il y a plus d'étudiants marocains à l'EPFL qu'à l'ETH et de meilleure qualité qu'un peu partout en Europe et dans le monde. Donc ça, c'est un petit mot pour vous, mais un petit mot quand même pour les étudiants, même si j'ai souvent l'occasion de les voir, mais je ne leur dis pas ce genre de choses parce que souvent, je les vois dans le cadre de cours ou de projets de semestre. Alors, chers étudiants, avant de laisser la parole à Monsieur le ministre, j'aime bien vous dire parfois, mais je vais le redire, que vous avez une grande responsabilité. Alors certes, vous avez eu la chance de venir à l'EPFL, mais si vous avez eu la chance de venir à l'EPFL, c'est parce que, en grande partie, vous avez suivi des études au Maroc, peut-être des études publiques payées par l'État marocain, et même si c'était des études privées payées par vos parents travaillaient sûrement ou travaillent encore au Maroc. Et s'ils ont pu vous payer ces études, c'est quand même grâce au Maroc. Donc vous avez cette responsabilité-là. No pressure, mais quand même un petit peu. Donc il faut quand même penser à renvoyer l'ascenseur. Alors il y a plusieurs manières de renvoyer l'ascenseur. La première manière, c'est de briller. Et je pense que la plupart d'entre vous se débrouillent très bien. Et si vous avez le temps de venir ce soir écouter Monsieur Riyad Mzour, c'est que les notes ne vont pas trop mal. Donc de ce point de vue-là, ça va. La deuxième manière de renvoyer l'ascenseur, une fois que vous avez brillé, c'est de rentrer travailler au Maroc, de prendre, de lancer des startups, de travailler dans des grandes entreprises, etc. Mais il y a une troisième manière qui consiste à pas forcément rentrer au Maroc, mais faire comme Ours. Alors, qui est Ours? Ours Holzle, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps pendant mes études de doctorat. C'est un jeune étudiant de l'ETH à Zurich qui a choisi d'aller aux États-Unis et qui a choisi de rester aux États-Unis. Donc, c'est un Suisse allemand qui est allé aux États-Unis et qui a rejoint
la société Google. C'était l'un des premiers d'ailleurs qui est rentré à Google. C'était un jeune prof assistant à Santa Barbara. Il a senti la vague des moteurs de recherche et c'est, je pense, le numéro 7 ou le numéro 8 à rentrer dans la société Google. Alors, il était très, très brillant, etc. Le président de l'époque, on n'appelait pas ça le président, mais le CEO de Google de l'époque lui faisait beaucoup confiance. Et très vite, il a convaincu son CEO de créer un centre de recherche à Zurich. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Donc, un Zurichois qui, tout en restant en Californie, a convaincu le CEO de Zurich de créer un centre de recherche, le CEO de Google aux États-Unis, de créer un centre de recherche à Zurich. Au début, il y avait 2 personnes à Zurich. Et plus la société Google grandissait, plus le centre de recherche de Google à Zurich grandissait. Et l'argument de Urs par rapport au CEO de Google de l'époque, c'était de lui dire, oui, mais en Europe, il y a de très bons étudiants, il faut les recruter, et Zurich est une plaque tournante de ces étudiants-là. Donc, il a réussi à le convaincre de créer un centre de recherche, et ce centre de recherche grandissait quasiment linéairement par rapport à la société Google elle-même. Il n'y a pas très longtemps, le Google Zurich a fêté son anniversaire, ses 25 ans, et aujourd'hui, il y a plus de 5000 bac plus 12, voire plus 13, voire plus 14 Google Zurich, ingénieur à Google Zurich, PhD à Google Zurich, etc. Donc 5000 bac plus 12 avec à peu près un salaire de, allez, 250 000 à un demi-million de francs suisses par an. La présence de Google Zurich a attiré d'autres entreprises, Amazon, Facebook, Meta, etc., etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Zurich était une place financière il n'y a pas très longtemps, donc Zurich était connu comme étant une place financière, est devenue aujourd'hui une place technologique. Elle ne pouvait plus rivaliser avec Hong Kong, avec Dubaï, etc. au niveau de la finance, mais au niveau technologique, elle a pu rivaliser avec les plus grandes villes du monde. Et aujourd'hui, Zurich doit sa prospérité non plus à ses banques, mais à la technologie. Et cela grâce en grande partie à un jeune étudiant qui est parti de Zurich et qui, depuis les États-Unis, a réussi à créer à Zurich un centre de recherche extraordinaire. Donc, chers étudiants, vous pouvez renvoyer l'ascenseur au Maroc aussi bien en rentrant au Maroc et en y travaillant, mais aussi en étant en Suisse et en créant des centres de recherche au Maroc. Pourquoi pas à Ben Grir, pourquoi pas à Rabat, pourquoi pas dans l'aéronautique, comme probablement va vous expliquer Monsieur le ministre Seriad Mzour, etc. C'est ce que je voulais vous dire. Merci encore d'avoir organisé cette réunion-là et cette invitation de Seriad Mzour. Je regrette encore une fois de ne pas être avec vous, mais ce n'est que partie remise. Bon courage à tous et je me réjouis d'écouter Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Bugnot, ainsi qu'à Monsieur Rachid Graoui pour ces mots chaleureux. Nous sommes fiers de faire partie de la communauté EPFL que vous représentez aujourd'hui. Ce soir, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir l'un de ceux qui incarnent ce Maroc qui agit, un homme qui parle le langage de l'industrie, celui des usines, de la recherche et de l'état économique, un homme de conviction, de travail et de vision, celle d'un homme d'État et comme vous, d'un ingénieur. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur d'accueillir le ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, Monsieur Riyad Mzour. Merci. Quel bel accueil. Merci. On ne le présente plus, car son parcours est tout sauf ordinaire. Né à Rabat en 1971, il fait partie de cette génération d'ingénieurs marocains qui, pour eux, partir, c'est déjà préparer le retour. Après son baccalauréat au lycée Lyoté de Casablanca, il rejoint la Suisse et l'ETH de Zurich, l'école jumelle de l'EPFL où nous avons le privilège ce soir de le recevoir. Un clin d'œil du destin, comme le diraient certains. Diplômé en génie mécanique, il débute chez ABB, avant de poursuivre un master en technologie énergétique et management, puis de rejoindre Deloitte à Zurich. En 2003, il prend une décision forte, revenir chez lui, au Maroc. Il dirige Budget Maroc, puis Suzuki Maroc, où il redonne un nouvel élan au secteur de l'automobile.
En 2013, il rejoint la fonction publique, d'abord au Conseil économique, social et environnemental, puis en 2019 comme chef de cabinet du ministre Moulay Hafid Alami. Deux postes clés qui l'amènent au cœur des grandes décisions industrielles du pays. Le 7 octobre 2021, Sa Majesté le roi Mohamed VI le nomme ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Depuis, il incarne un Maroc souverain, productif et confiant. Un Maroc qui ne contente plus de produire, mais qui conçoit, invente et inspire. Monsieur le ministre, votre présence ici à Lausanne, parmi cette jeunesse marocaine pleine d'énergie et d'ambition, est un symbole fort, celui d'un Maroc qui ne se rêve plus, mais qui se construit. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement, avec toute l'hospitalité qui nous caractérise, Monsieur Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Du coup, j'aimerais vous remercier d'être là. J'aimerais réitérer les remerciements de mes camarades. Merci beaucoup, cher public. C'est grâce à vous que cet événement peut avoir lieu. Et avant d'entamer notre entretien, Monsieur le ministre, laissons-nous juste un petit moment peut-être pour compléter, revenir sur ce qui a été dit par mes camarades, rectifier ou simplement commenter la présentation qui vient d'être faite sur vous. C'est toujours difficile de parler d'un parcours ou d'une vie, mais en général, quand on parle d'un parcours ou d'une vie, d'une personnalité qu'on n'a pas envie de heurter, on parle que de ses succès. Donc, merci d'avoir fait, d'avoir caché mes échecs, même si j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes succès. Merci beaucoup pour cette réponse. Du coup, Monsieur le ministre, la première partie de notre entretien, elle va concerner votre parcours. Du coup, nous allons revenir sur ce qui a été présenté par mes camarades pour comprendre vos choix, ce qui peut sûrement inspirer une bonne partie de notre public ce soir. Du coup, après votre baccalauréat, comme nous tous, Ça va m'aider à les comprendre aussi, tant mieux. du coup, après votre baccalauréat au lycée Lyoté de Casablanca, comme nous tous, vous choisirez de poursuivre vos études en Suisse. Vous suivez les pas d'Einstein et débarquez à l'ETH de Zurich, l'une des écoles les plus exigeantes du monde. Vous avez fait un bachelor en génie mécanique, puis travaillé 2 ans à ABB, pour ensuite reprendre les études toujours à l'ETH, pour ensuite vous engager au cabinet Deloitte. Pouvez-vous nous expliquer les motivations derrière vos choix? Pourquoi un bachelor à l'ETH et pas à l'EPFL? À mon époque, le PFL était une jeune école fédérale, même si c'était une école un peu plus vieille. Elle sortait encore de sa dimension cantonale. C'est-à-dire c'était une école d'ingénieurs cantonale, donc on va dire de 2e division dans l'écosystème suisse. Elle démarrait un peu, elle avait 15-20 ans d'existence fédérale. Elle commençait à faire ses premières percées, notamment en microtechnique. Elle avait choisi la robotique où elle commençait à percer. Et le TH, c'était l'institution qui avait 150 ans, quoi, donc, et qui avait sorti Einstein, etc. Donc voilà. Donc c'est facile de lire avec les yeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais peut-être choisi le PFL, ou peut-être pas, par paresse, comme vous tous, parce qu'il fallait apprendre l'allemand pour aller de l'autre côté. Mais il y a 30, 40 ans, c'était moins évident. Et puis, j'ai choisi la Suisse, parce qu'il n'était pas très à la mode à mon époque encore, parce que je voulais faire la même école qu'Einstein, et il se trouve que c'est le TH. Merci beaucoup pour cette réponse. Et qu'est-ce que vous avez appris de vos années en Suisse? Plus généralement. J'ai appris que je n'étais pas très bien adapté à la bureaucratie suisse. Je pense que c'était très, très compliqué de s'adapter quand on vient d'un pays où les règles du jeu, à l'époque, étaient un peu plus larges. On pouvait un petit peu s'exprimer de manière plus large dans l'espace régulatoire, où ici, c'était un peu plus strict. Et donc, j'ai eu quelques petits déboires quand même, avec des policiers qui sont venus me chercher à 6 h du matin parce que j'avais coupé une ligne blanche un vendredi, etc. Donc, j'ai eu du mal à m'adapter au départ avec certaines règles qui étaient assez strictes. Mais bon, j'ai appris aussi que c'était un pays qui était d'une dynamique extraordinaire, avec des gens extrêmement innovants, extrêmement humbles, très travailleurs, très sérieux, très naïfs dans l'engagement. Et que c'était un pays qui était au-delà de l'image que beaucoup de gens ont des Suisses ou de la Suisse à l'international. C'est le pays le plus innovant au monde, toujours dans les premières places ou premier dans les classements d'innovation. C'est un pays industriel avant d'être un pays financier.
Ça l'a toujours été. La première industrie de la Suisse, c'est l'industrie manufacturière. La deuxième, c'est le tourisme. Et puis après, c'est les finances. Donc, c'était assez surprenant de découvrir tout ce tissu d'innovation, tout ce tissu de manufacture et tous ces talents que la Suisse produisait et attirait. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'une grande majorité de la salle aujourd'hui est indécise sur une chose, rentrer au Maroc ou pas. C'est une décision que vous avez prise en 2003, après quelques années de travail en Suisse. Vous avez rejoint, comme on peut le voir ici, Budget Maroc en tant que directeur général. Puis vous avez travaillé à la société Maroco-Émirati de développement en tant que conseiller du président. Et enfin, vous êtes nommé directeur général de Suzuki Maroc en 2009. Dans quel contexte avez pris cette décision de rentrer dans votre pays? Et quels sont les éléments à prendre en compte par cette jeunesse ici avant de vouloir rentrer au Maroc? Bah, là, déjà, ça devait être une programmation génétique parce que je pense que j'ai jamais eu l'intention de vivre ailleurs que chez moi. Donc, j'ai toujours eu envie de vivre chez moi. Pour l'anecdote, j'étais en colocation à Zurich quand j'étais étudiant. On était dans un appart de 5 pièces à 4. Ils sont tous partis, j'ai travaillé et puis j'ai mis un canapé et une télé dans une autre chambre et je payais le loyer du même appartement dans lequel j'étais. Donc, juste pour vous dire que je ne me suis jamais vraiment installé parce que j'ai toujours eu cette intention de rentrer chez moi. Je me suis toujours senti étranger, pas parce qu'on ne m'a pas bien accueilli, mais parce que c'était tout simplement pas chez moi. Donc pour moi, ça n'a pas été une question, ça n'a jamais été une question. D'ailleurs, je suis rentré plusieurs fois définitivement en ayant laissé une porte ouverte. Ça veut dire quand j'avais fini mon master, je me rappelle, et à l'époque, c'était c'était fin des années 90, début des années 2000. La Suisse était très restrictive par rapport au permis de travail à cette époque-là. C'était avant la... Et j'avais signé mon contrat avec Deloitte en me disant je ne vais jamais revenir parce qu'ils n'auront jamais le permis de travail. Je ne suis pas européen de toute façon. Il y avait le privilège qui était donné aux Européens à l'époque par rapport aux autres nationalités. Donc je suis rentré le 9 août. Dans ma tête, j'étais rentré définitivement. Et il se trouve que j'ai été appelé le 24 août pour dire tu commences le 4 septembre, on a ton permis, tu reviens. Donc voilà. Donc pour moi, ça a toujours été évident de rentrer. Alors à vous, que vous dire? D'abord, c'est des choix individuels. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous fait plaisir. Par contre, un conseil, ne le faites jamais pour des raisons d'argent. Ça veut dire, ne vous dites pas, je reste ici parce que je vais être mieux payé. Faites-le parce que vous avez des opportunités réelles de vous épanouir, de travailler dans une entreprise ou dans un centre de recherche, ou sur quelque chose qui vous fait vibrer. Parce que sur l'argent, il n'y a pas photo. Pas sur le chiffre qui, à la fin du mois, si vous le multipliez par 11 ou par 12, ce ne sera jamais le bon. Mais au Maroc, vous vivrez 10 fois mieux qu'ici. Ça, je vous le dis sans aucun problème. Même si vous gagnez 25 000 balles par mois ou 30 000 balles par mois, au Maroc, vous vivrez mieux qu'ici. Il n'y a pas photo, je vous le signe tout de suite. Ce n'est même pas la peine de faire le calcul, quel que soit votre salaire de démarrage. Donc, pas besoin d'applaudir, c'est une réalité vécue. Donc, ne le faites jamais pour de l'argent. Faites-le pour vous épanouir. Faites-le pour apprendre des choses. Faites-le pour saisir des opportunités. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Si vous avez envie de continuer quelque part, que ce soit au Maroc ou ailleurs d'ailleurs, ne mettez pas les mauvais critères, ne mettez pas les mauvais paramètres. Mettez le paramètre de ce que vous avez envie de faire. Vous êtes des talents, vous êtes brillants. Vous êtes des gens exceptionnels. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le monde entier a besoin de vous. Et donc, faites vos choix en fonction de ce qui vous fait vibrer à vous. Bon, si c'est le pognon qui vous fait vibrer, rentrez au Maroc. J'en profite pour vous remercier d'être rentré au Maroc, monsieur le ministre. Merci pour notre beau pays. En 2013, vous devenez chef de cabinet. Non, c'est moi qui suis heureux. C'est moi qui remercie le Maroc de m'avoir accueilli et de m'avoir fait naître. En 2013, vous devenez chef de cabinet de Nizar Baraka au Conseil économique, social et environnemental. Puis en 2019, Vous connaissez l'adage, excusez-moi, je vous interromps. Oui. L'adage, et c'est quelqu'un qui l'a dit, je ne sais plus qui c'est, il te dit, j'ai pas choisi de naître au Maroc, j'ai juste eu de la chance. Et on a tous eu de la chance ce soir. Et là, vous pouvez applaudir. En 2013, vous devenez chef de cabinet de Nizar Baraka au Conseil économique, social et environnemental. Puis en 2019, chef de cabinet du ministre Moulay Hafid Al-Alami
au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté la direction générale de Suzuki Maroc pour vous tourner vers la fonction publique? Et quels sont vos meilleurs souvenirs durant ces années-là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté la direction générale? Oui, c'est parce que j'avais payé ma dernière traite de la maison. C'est idiot. J'ai toujours eu envie d'être dans le service public. Seulement, comme vous le savez, le service public ne paye pas très bien. Donc, on s'était engagé avec mon épouse. On a 2 enfants. D'ailleurs, il y a le meilleur ami de mon fils là-bas, qui est là-bas au fond. Là. Regarde, lève la main, qu'on te voit bien, Ali. Et on a 2 enfants, donc on a acheté une maison, on avait des traites, et donc je ne pouvais pas me permettre, qui était assez lourde, je ne pouvais pas me permettre de rentrer dans le service public. Jusqu'au jour, bon, on a fait ça en accéléré, hein, on a payé ça très très vite. Et un jour, mon épouse m'a dit, maintenant, ça y est, tu peux commencer à réaliser tes rêves et entrer dans le service public et entrer en politique. On aura besoin de moins d'argent. Donc voilà, ce qui a fait que j'ai pu transformer ce qui me faisait vibrer et rentrer dans ce qui me faisait vibrer. Par rapport à ça, je m'étais engagé dans un parti politique quelques années avant, qui est mon parti, qui est le parti de l'Istiqlal. Et j'étais en relation avec Nizar Baraka, qui m'avait proposé, à l'époque, il était ministre des Finances, d'économie et des Finances, il m'avait proposé de diriger son cabinet parce qu'on travaillait ensemble dans le cadre de l'Alliance des économistes du parti. Donc, il m'avait proposé de diriger son cabinet en tant que ministre des Finances. Il a quitté le ministère des Finances parce que le parti a quitté la coalition. J'avais quitté Suzuki entre-temps pour le rejoindre. Et puis voilà, et puis on s'est retrouvés au Conseil économique, social et environnemental ensemble. To make the story short. Merci beaucoup. Et enfin, le 7 octobre 2021, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu 7 l'assiste. octobre 2021, ça devient solennel. Là. Faut que je m'arrange un peu. Je deviens ministre à ce moment-là. Du coup, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, vous nomme ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est un moment fort, une bascule dans une vie. Mais c'est ce qui semble être une suite logique vu votre parcours. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez ressenti à cet instant précis? Et au-delà de l'émotion, avez-vous une anecdote particulière à partager avec nous à ce sujet-là? J'étais mort de trouille. Je tremblais de partout comme une feuille. D'ailleurs, ce qui était incroyable, ça c'est l'anecdote que j'ai probablement jamais racontée. Si, je l'ai déjà racontée. C'est-à-dire, en fait, bon, ça s'est fait, c'est des moments particuliers, d'émotion, de peur devant le vide, parce que c'est une responsabilité énorme. Puis après, il y a eu le moment où on fait la passation avec mon patron qui me passe la main. Et puis, bon, je faisais partie de l'équipe. Moi, j'étais au cabinet, j'étais l'ami de l'assistante, l'ami des gens, etc. Et puis, je me retrouve. Un ministre, c'est un peu, allez, même si le mot n'est pas adapté, légèrement sacralisé, quoi. Monsieur le ministre, monsieur machin, on vous ouvre les portes. C'est assez. Il y a un codex avec ça. Ça vient avec. C'est assez lourd. On est une monarchie de 1200 ans, vieille de 1200 ans. Même moi, des fois, c'est trop lourd pour moi. Donc, je me retrouve. Alors, on fait la passation, j'accompagne mon prédécesseur et ami, et je remonte. Et je m'assois pas tout de suite dans le bureau. J'ai mis 2 heures à me mettre dans le bureau. Je me suis mis sur le canapé en train de regarder. Je n'ai pas osé m'asseoir pendant 2 heures jusqu'au moment où l'assistante, Sophia, qui est mon assistante, qui est mon amie aussi, me dit, mais Ria, tu vas aller t'asseoir, tu vas prendre ton boulot quand même, tu vas commencer à démarrer. J'ai fait, mais j'y arrive pas. Me dit, mais c'est bon, il faut que tu ailles. Sa Majesté t'a fait confiance, ça veut dire que tu peux le faire. Donc maintenant, tu y vas et on arrête les caprices. Et donc voilà. Voilà comment j'ai pris effectivement mes fonctions 2 heures après la passation, quoi, tellement j'avais peur de la responsabilité que ça supposait. Quoi. Ça marche, très belle histoire. Je sais pas si elle est belle, mais elle est réelle, quoi. Du coup, cher public, cher ministre, Mais c'est vous qui avez demandé une anecdote. Hein. Je peux vous barber comme ça pendant toute la soirée. Hein. Moi, j'ai pas de problème. merci de répondre à nos questions. Du coup, monsieur le ministre, nous allons enchaîner avec notre deuxième partie qui concerne l'actualité. Mhm. J'aimerais revenir sur une actualité toute récente qui illustre à merveille la trajectoire industrielle du royaume. Ce lundi 13 octobre 2025, soit il y a tout juste une semaine, jour pour jour, Pourquoi vous parlez toujours des jours où j'étais mort de trouille? parce que c'est les plus importants pour notre pays. Ce lundi 13 octobre 2025, soit il y a tout juste une semaine, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, accompagné du prince héritier Moulay Al-Hassan, a présidé à Noassar le lancement du complexe industriel Safran dédié aux moteurs d'avions civils.
Ce projet comprend 2 usines, l'une pour l'assemblage de moteurs, l'autre pour leur maintenance et leur réparation. L'investissement annoncé, comme vous pouvez le voir sur la slide derrière moi, s'élève à 3,4 milliards de dirhams, soit 300 millions de francs suisses, plus de 300 millions de francs suisses, et devrait créer près de 900 emplois à terme, hautement qualifiés. C'est une première mondiale, cher public. Jamais Safran n'avait assemblé ses moteurs en dehors de la France. Le Maroc rejoint donc le cercle très fermé des nations capables de produire et d'entretenir ce type de technologie, parmi les 5 pays. Lors de la cérémonie, Monsieur le ministre, 3 conventions ont été signées, dont 2 par vous-même. L'une portant sur l'installation du site, l'autre sur l'alimentation des usines en énergie renouvelable. Je pense que ça mérite des applaudissements. Monsieur le ministre, aujourd'hui, on vous reçoit en tant qu'invité. On aimerait connaître vos ressentis. Encore une fois, qu'avez-vous ressenti? C'est le même. J'étais mort de trouille. Ça aussi, encore une anecdote. Alors, on préparait le chapiteau parce que c'est fait sur site. Je ne sais pas si vous connaissez Midpark. Midpark, c'est une zone industrielle, une zone d'accélération industrielle. Alors, on a appelé ça comme ça pour ne pas appeler zone franche, parce qu'après, on se fait taper dessus, un peu comme les Suisses, sur le fait qu'on donne des avantages, etc. Donc, ça s'appelle chez nous les zones d'accélération industrielle, les zones économiques spéciales. Les Chinois appellent ça comme ça. Et nous, on appelle ça zone d'accélération industrielle. Donc, c'est la zone dédiée à l'aéronautique chez nous, qui est proche de l'aéroport de Casablanca. Et donc, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a choisi de faire le lancement des travaux sur le site. Donc, on a préparé les choses, on a mis un chapiteau, tout ça, tout qui va bien. Puis, il y a eu le moment des répétitions. Alors, la veille, je me mets sur le pupitre. Ils ont installé le trône de Sa Majesté. C'était à 7 mètres. Donc, il était déjà bien caché. Puis, au moment où ils l'ont découvert, je commence à parler. Je me suis bloqué. Je me suis dit, déjà, avec un trône vide, je n'arrive pas à parler. Demain, ça va être galère. Et puis, franchement, c'était un beau moment. Mais au-delà de l'anecdote, c'est une transformation incroyable. C'est une transformation incroyable. D'abord, on parle du réacteur le plus vendu au monde. Je ne sais pas si vous y connaissez un peu, c'est le LEAP. Le LEAP, c'est un réacteur de nouvelle génération qui a été lancé en 2016, qui a été développé par Safran et GE, comme l'ancien, le CNFM, par Safran et GE, qui sont probablement les deux plus grands motoristes d'avion. Après, il y a Pratt, qui est un peu au-dessus, ça dépend des moments. En ce moment, il est un peu en dessous, vu que Boeing ne va pas très bien. Il y a Pratt, il y a Rolls-Royce qui ne va plus très bien du tout. Voilà, ils sont plus ou moins, ça se compte sur les doigts d'une main, les motoristes d'avion, de ce type d'avions commerciaux. Et donc, ce moteur, c'est aussi une JV, le fruit d'une JV entre Safran et GE. Et le LEAP, celui qu'on va faire au Maroc, c'est le 1A. C'est celui qui équipe l'Airbus A320 Neo, qui est le best-seller du moment en termes de vente. Et le LEAP 1B, qui peut être produit aussi chez nous avec quelques adaptations, c'est celui qui équipe le 737 MAX de Boeing. Et le LEAP 1C équipe l'avion de Comac dans la même gamme. Donc A, Airbus, B, Boeing, C, Comac, c'est assez simple. Comac, c'est le chinois. Et la capacité de production de ce LEAP en France, à Villefranche, est de 1000 moteurs par an. Ce qui est installé au Maroc dès le départ, en phase initiale, c'est 350 moteurs par an. Donc, toute la croissance de production va se faire au Maroc. Et ça, c'est extrêmement rewarding pour nous au Maroc parce que ça fait 25 ans qu'on travaille avec Safran. On a fait un peu de réparation, un peu de maintenance, on a fait un peu de câblage et on a avancé petit à petit en faisant des pédales des pédales d'avion. Et c'est 25 ans de progrès et de transformation pour arriver à ça. Et ça accompagne, cette histoire de Safran avec le Maroc, accompagne la transformation du Maroc, qui est passé d'un pays low cost, c'est-à-dire on utilisait un savoir-faire basique, c'était il y a 25 ans. Puis il y a 10 ans, 5-10 ans, on était encore un pays best cost, ça veut dire on n'était pas avec des salaires assez plus élevés que nos concurrents, surtout nos concurrents qui cassaient leurs devises, comme les Turcs ou les Égyptiens, etc., où leur devise plonge, la lire turque a perdu 90% de sa valeur en 10 ans, pas le dirham. Donc, on est passé à un pays best cost, ça veut dire on a beaucoup travaillé sur la qualité, sur la productivité et sur la montée en gamme de ce qu'on faisait, en investissant sur la modernisation aussi technologique
des usines qu'on souhaitait attirer dans notre pays. Et puis là, maintenant, on est devenu, c'est ce qu'on cherchait dans notre strate, à devenir un pays best solutions, en étant une solution pour la croissance, pour le ramp-up nécessaire du marché mondial, notamment dans l'aéronautique, mais aussi dans l'automobile, mais aussi dans la transition énergétique, pour l'automobile ou pour autre chose. Donc, on est en train de se positionner vraiment comme une solution au monde dans l'ensemble de ces problématiques, bien évidemment, qui nous servent, où on a des avantages comparatifs et compétitifs. Et là, c'est la concrétisation réelle d'une solution apportée au ramp-up de l'aéronautique, aux besoins en avion qui est en train de croître. Et le Maroc est le seul pays aujourd'hui, on est en concurrence avec le Mexique et la Pologne d'ailleurs, sur ce projet-là, est le seul pays qui offrait cette solution en termes de rapidité, en termes de qualité et en termes de compétitivité et de capacité de croissance future. Ça veut dire s'il y a besoin de doubler dans les 2 ans, on est capable de le faire. Et ça, il y a très peu de pays au monde qui sont capables de le faire. Donc, on est assez fiers d'avoir réalisé ça sur un objet aussi complexe qu'est le réacteur d'avion. Vous savez, certains d'entre vous savent ce que c'est et savent la complexité de la chose. C'est aussi structurant pour nous parce qu'on produit à peu près 20% des pièces du réacteur déjà au Maroc de manière éparpillée. Et ça va nous permettre de travailler sur un taux d'intégration pour arriver à 40, 60 en 2030, c'est la cible. Et donc d'attirer plus d'investissements, plus de technologies dans notre pays. Donc c'est une vraie transformation et c'est la symbolique d'une vraie transformation dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous avez parlé de taux d'intégration de 40, 60%. On espère tous ici un taux d'intégration à 100%, un avion 100% marocain. Ah non, il faut pas parce que quand on s'enferme, quand on n'a pas de porosité en échange technologique, en échange de flux ou de marchandises, on recule. Un avion marocain, première étape, l'ambition, je vais vous la décrire, et après, vous la changerez quand vous serez aux manettes, et vous serez bientôt aux manettes, parce que cette génération a envie de chasser l'autre plus vite que nous l'avons fait. Mais l'ambition aujourd'hui est très simple. Sur l'aéronautique, on a démarré de manière éparse. Ça veut dire qu'on a travaillé en faisant des pièces. Mais on faisait des pièces pour différents programmes. Et donc, on n'a jamais réussi à consolider nos efforts vers un programme. On vient de le faire sur un moteur, qui est une pièce conséquente. Sur le moteur, par exemple, le LEAP 1A va nous permettre de doubler, rien que par ce projet, nos exportations aéronautiques et de créer un effet locomotive et d'entraînement sur une pièce. Maintenant, il faut le faire sur l'avion. Donc, on a travaillé sur un avion et on continue à travailler dessus, qui était l'ancien, comment dirais-je, bombardier qui a été le 100 places qui a été transféré à Airbus, le 220. Le problème, c'est qu'il a un moteur Pratt, donc il va falloir travailler de manière différente dessus. Et ce 220, on est en train aussi de travailler pour consolider le fuselage, pour pouvoir avoir un programme complet. Donc l'objectif 2030, 2032, bon, on va se laisser un peu de marge parce qu'on est dans l'aéronautique et a besoin de certifier. L'objectif, c'est 2030-2032, c'est qu'on ait un avion complet qui décolle pour la première fois du Maroc. Ça veut dire qu'on est l'assemblage final d'un avion au Maroc. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 100% des pièces qui seront du Maroc, c'est illusoire. Et au-delà de ça, bien évidemment, après, travailler, ça prendra beaucoup plus de temps sur un avion marocain. Les Chinois n'ont pas fini. Les Chinois qui ont une puissance énorme, aujourd'hui, leur COMAC n'est certifié qu'en Chine. Ils n'ont même pas encore réussi à le certifier en dehors de l'Asie, en dehors de la Chine. Bon, après, ils n'ont pas réussi parce qu'il y a une guerre commerciale, parce qu'il y a des difficultés. Ce n'est pas parce que ça ne vole pas. Ils vont finir par le faire, soit cette année, soit l'année prochaine. Mais ça demande des efforts colossaux d'arriver à faire un programme complet. Et un pays seul, d'ailleurs, les Européens ne l'ont pas fait seul. Ils l'ont fait dans un consortium. Donc, pour un pays seul, c'est difficile. Les Suisses l'ont fait, donc ils ont une belle boîte qui s'appelle Pilatus. D'ailleurs, le fuselage du PC-12 est entièrement fait chez nous, soit dit en passant. Monsieur le ministre, depuis près de 20 ans, le Maroc a tracé une trajectoire industrielle que peu de pays comparables ont su suivre. Comme vous pouvez le voir encore derrière moi, nous sommes passés du plan d'émergence industrielle lancé en 2005
Au plan d'accélération industrielle de 2014 jusqu'à la récente feuille de route pour la souveraineté industrielle 2030, on observe un même fil, la volonté de bâtir un Maroc productif, compétitif et désormais souverain. Le plan d'accélération industrielle sur la période 2014-2020 a permis d'installer des écosystèmes solides. Mais depuis 2020, le contexte mondial a changé. Alors ma question est la suivante. Quelle place occupe aujourd'hui notre génération dans cette nouvelle phase industrielle? Aucune. Ce n'est pas à moi de définir votre place. Ce n'est pas à moi de définir. Je m'explique, hein, je ne vais pas m'arrêter là. Ne vous inquiétez pas. Je dis aucune et je le dis à bon escient. Parce que ce n'est pas à moi de définir votre place. Moi, je vous prépare une place. Je travaille pour vous préparer un Maroc sous la conduite de Sa Majesté, de l'ANSRO, plus fort, plus résilient, avec plus d'opportunités, avec plus de rayonnement, avec plus d'attractivité. Mais après, c'est préparé pour vous. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Donc, quelle place vous avez à prendre? Celle que vous voudrez bien prendre ou créer. Et c'est pour ça que j'ai dit aucune. Je n'ai pas cette prétention. J'ai une mission qui est de vous préparer le meilleur Maroc possible selon mes moyens et mes capacités. Je le fais et je vous assure que je le fais jour et nuit et je me donne jour et nuit pour essayer de le faire. Après votre place, c'est vous qui la prendrez, hein. Ce n'est pas moi qui vais vous la faire. Hein. J'espère qu'on vous fera honneur. Alors. Et vous pouvez applaudir à ça, vous avez le droit. C'est provocateur, c'est perturbant, mais c'est au moment où on perturbe où on se pose les bonnes questions. Je suis contre la culture de « tiens, je te donne ». Il n'y a rien qui est donné. Il n'y a rien qui est granted. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on travaille pour un Maroc meilleur. On travaille pour faire en sorte qu'on soit plus fort, plus résilient, plus innovant, être capable de vous accueillir, parce que vous êtes super forts, les gars. Pour avoir quelque chose, la possibilité de vous accueillir, il faut avoir des écosystèmes, des centres de recherche, des centres d'ingénierie de très haut niveau, quoi, et une économie qui est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, vous allez aider à la faire et à en faire une meilleure pour ceux qui vous suivent. C'est ça notre boulot, quoi. On est dans la transmission, dans la création. Donc, quelle place? Celle que vous aurez envie de prendre, et j'espère que vous la prendrez bien et que vous ferez aussi, vous, de votre mieux pour transmettre quelque chose de meilleur à ceux qui vous suivent. On espère être à la hauteur. Monsieur le ministre, je ne pouvais pas vous recevoir aujourd'hui et ne pas parler du Made in Morocco. Mais vous avez ajouté une nuance essentielle à ce terme. Vous dites souvent que le Made in Morocco doit désormais s'accompagner du Invented in Morocco. Est-ce que vous pouvez verbaliser ce concept pour notre audience et peut-être nous expliquer un peu plus? S'il y a une audience à qui je ne dois pas le verbaliser, c'est bien vous, quoi. Alors, je vais vous la faire en économiste, parce que j'imagine que vous avez que des cours d'économie, mais ça doit être encore 1 heure par semaine en première année. Hein, c'est toujours ça? C'est toujours ça le quota? Ça va être 1, 2 de crédit. C'est 1 heure par semaine en premier semestre, c'est ça. Moi, mes souvenirs, c'est ça. 2 heures. D'accord. Ouais, ils ont doublé, c'est bien. Je vais vous la faire simple. Quand on crée de la valeur en industrie, on a, en économie d'une manière générale productive, on a différentes façons de voir les choses, mais il y en a une qui est en voyant la valeur ajoutée qu'on crée. Et on peut la diviser en 3. Je vais faire le cours, je suis content. Je suis en train de faire un cours à l'EPFL, les gars. Je vais m'ajuster. On peut la diviser en 3 parties, pour faire simple. La première, c'est la valeur ajoutée de la production, de la manufacture. Deuxième couche, c'est la valeur ajoutée de l'innovation, de la recherche, développement, innovation qu'il y a dedans. La troisième, c'est la valeur ajoutée commerciale. Ce qu'on appelle la prime de production, la prime d'innovation et la prime de marque, pour faire simple. Et donc, la prime de production, c'est ce qu'il y a de plus faible. Regardez votre téléphone, ses coûts de production, c'est rien du tout par rapport au prix où on le vend. Votre chemise, vos chaussures, c'est pareil. On produit des chaussures à 5 € ou à 5 francs suisses et on les vend chez Bailly à 300 francs suisses. Ça existe toujours, Bailly, ici? Ça n'existe plus. C'est quoi les marques suisses de chaussures maintenant? Il n'y en a plus?
J'avais découvert ça en venant du Maroc à l'époque. Moi, pour nous, il y avait une marque qui était une marque, je pense, suisse, Pat. Hein? C'est On. Ah ouais, c'est On. Federer. J'ai reçu ma première paire d'On il y a un mois. Et je les ai donnés, mais mon fils me les a piqués. Pas ton copain, le petit. Alors, pour vous dire ça, la partie production est très faible. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas de marque à nous, très peu. Et on a très peu d'innovation. On récupère des plans, on récupérait des plans jusqu'à maintenant et on les exécutait. Donc, l'idée, comme vous arrivez et vous êtes de plus en plus fort et de plus en plus brillant, on ne va pas vous faire travailler dans des chaînes. À faire des soudures, on a besoin de vous faire travailler dans des endroits où vous réfléchissez. Donc, il faut que j'aille chercher cette prime qui pourra vous payer vos salaires et qui pourra vous donner un univers un peu plus intéressant dans lequel vivre. Sinon, vous ne viendrez jamais. Donc, il faut que j'aille chercher cette prime d'innovation. Donc, il faut que je devienne un pays innovant, d'où le passage d'une stratégie Made in Morocco à une stratégie Invented in Morocco. Et le prochain passage qui est sous-jacent que vous avez cité à l'intérieur, le passage souveraineté, ça veut dire aller chercher la prime de marque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup pour l'explication. Monsieur le ministre, l'automobile est sans doute la plus belle vitrine de ce succès industriel. En 2024, les exportations du secteur ont dépassé 150 milliards de dirhams. 157. 157. Faisant du Maroc le premier exportateur de véhicules en Afrique, avec près de 700 000 véhicules produits chaque année et un taux d'intégration locale de 65%. 9. 69%. Le Royaume a su bâtir une filière Vous savez complète. combien de boulot on a fait pour faire Z4? Et nous vous remercions. Le Royaume a su bâtir une filière complète, compétitive et respectée. Mais aujourd'hui, le monde change. Le véhicule électrique et les batteries viennent s'installer sur ce marché. Cette mutation ne concerne pas seulement les usines. Elle concerne également les ingénieurs et les compétences. Quelles opportunités concrètes s'ouvrent aujourd'hui pour notre génération, celle qui apprend ici à l'EPFL ou ailleurs, et qui rêve de participer à cette nouvelle étape de l'automobile? Alors, encore une fois, sur la partie batterie, le Maroc se positionne comme solution. Et on a décidé, et on est en train de l'exécuter, d'être la seule solution de production de batteries complètement intégrée hors de Chine, au même prix que la Chine. Et donc, on est en train de faire toute la chaîne de valeur de la batterie. Vous avez été à Ben Guerir, vous voyez un peu ce qu'ils font. Ça, c'est une petite partie de l'innovation qui est en train d'être faite. Mais on est en train de faire la batterie de la matière première jusqu'à la voiture. Et avec le recyclage. Donc, on est en train de faire toute la chaîne de valeur au Maroc. Il n'y a aucun pays, à part l'Indonésie, la Chine, l'Indonésie qui l'installe, qui est en train de l'installer comme le Maroc. Et même la Corée et le Japon, ils ne sont pas encore. Ils n'ont pas les précurseurs, par exemple. Les précurseurs seront faits en Indonésie, en Chine et au Maroc. Au Maroc, on a déjà commencé à produire les premiers précurseurs. On a déjà commencé à les exporter en Corée depuis janvier de cette année. Et donc, on aura les précurseurs, la cathode, l'anode, le séparateur, l'électrolyte, et le bac, le module, la cellule, le module, le bac, la voiture, etc. Toute la chaîne est en train d'être faite. Le BMS, Battery Management System, dans toutes les technologies. En tout cas, les plus commercialisées, comme le nickel, manganèse, cobalt, c'est ça, l'MC. Alors, il y a le MC, il ne sert à rien, hein, parce qu'il y a 96% de nickel dedans. C'est plus du nickel qu'autre chose. Mais ça, c'est les premiers précurseurs qu'on a fait. Et on est en train de faire une deuxième chaîne et une troisième sur le LFP, qui est la technologie dominante aujourd'hui. Lithium, fer, phosphate. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, sachant qu'au Maroc, le Maroc dispose de 65 à 70% des réserves mondiales de phosphate, qui est l'ingrédient majeur de la sécurité alimentaire du monde aujourd'hui, mais est en train de devenir aussi un ingrédient central de la sécurité énergétique du monde et de la sécurité en matière de stockage énergétique. Et donc voilà, on est en train de dérouler tout ça. La première cellule, on a lancé la première Gigafactory, elle est en construction. Alors les Gigafactories que vous entendez parler en Europe,
c'est de l'assemblage de cellules avec des cathodes qui sont faites quelque part, des anodes qui sont faites ailleurs, etc. Nous, vraiment, on est en train de les produire chez nous de manière complètement intégrée. Et donc, toute la valeur, ce sera une chaîne de valeur qui sera complètement intégrée et diversifiée avec plusieurs opérateurs. Bien sûr, la technologie est principalement chinoise, sont les meilleurs là-dedans, sans aucun doute et sans aucun concurrent, malgré les tentatives, malgré les essais, etc. Leur objectif est clair, désensibiliser le stockage de batteries des matériaux critiques. Donc, ils ont enlevé le cobalt, ils ont enlevé le manganèse. Ils sont en train de le remettre, le manganèse d'ailleurs. Ils ont enlevé le cobalt, ils ont enlevé le nickel. Ils sont en train d'enlever le lithium, de faire basculer ça au sodium tranquillement. Ça arrive doucement, mais ça s'accélère. De réintroduire le manganèse, mais avec le sodium, le phosphate et le fer, on en trouve partout. Donc, même si on a les réserves, nous, qui sont accessibles, etc., mais on en trouve partout. Et donc, ce sera à l'avenir moins material sensitive que technology sensitive. Donc, ce qu'il y a pour vous, allez comprendre ce qui se passe, allez comprendre ces transformations, elles sont hyper rapides, super rapides. Même les grandes boîtes qui sont dedans n'arrivent pas toujours à les saisir. Nous, on a la chance de mieux les comprendre quand on voit plusieurs investisseurs qui viennent d'horizons différents. Donc, ils nous proposent des technologies différentes. Donc, on a la chance de regarder ça en tant que pays d'accueil avec des livres plus ouverts. Mais si c'est un domaine qui vous intéresse, il est passionnant, il est hyper changeant et c'est un domaine d'avenir où on s'est très bien positionné. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces précisions. On a parcouru... Désolé d'être aussi technique, mais c'est vrai, franchement, c'est un super sujet. Et pour nous, bien évidemment, c'est une question de survie. Je vais revenir à la stratégie industrielle. Moi, quand l'Europe, qui est mon premier marché, alors, ce n'est pas 700 000 voitures produites, je vais corriger. C'est 600 000 voitures produites l'année dernière, avec une capacité l'année dernière installée de 700 000, qui est arrivée cette année à 1 million. Donc, on a un capacitaire de 1 million de véhicules. Taux d'intégration de 69 et 157 milliards de dollars d'exportation. Alors, juste pour vous donner, c'était une question de survie pour nous. Parce que nous, encore une fois, cette industrie a démarré low cost, le véhicule le plus vendu en Europe parce qu'il n'était pas cher, parce qu'il y avait une crise en Europe qui était le Dacia Sandero. Le deuxième véhicule le plus vendu en Europe, la Peugeot 208. Et donc tout ça était en train de basculer parce que l'Europe avait décidé de s'électrifier et nous, on n'aurait pas eu le bon taux d'intégration pour pouvoir exporter sans barrière en Europe si on n'avait pas eu la batterie. Donc c'était une question de survie pour préserver cette dynamique. C'est pour ça qu'on s'est engagé tête baissée pour le faire. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est parce qu'on a un instinct de survie plus important. On avait besoin de survivre à ce moment-là et c'est en train de donner ses fruits. Donc voilà, on est en train de le faire et on est assez fiers de ce qui est en train d'être fait. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Monsieur le ministre, on a parcouru votre parcours, vos réalisations et vos ambitions pour l'industrie marocaine. Mais ce soir, au-delà des politiques publiques, il y a une jeunesse. Une jeunesse ici dans cette salle qui vous écoute et qui veut comprendre comment elle aussi... Elle commence à s'ennuyer, hein. Je vois des visages. Ça commence à fatiguer, non? Ça va? Ça va encore? C'est pas trop embêtant? Ok. De là. Du coup, la jeunesse veut comprendre elle aussi comment elle peut prendre part à cette construction collective. Cette troisième partie sera donc tournée vers le Maroc de demain, celui que nous rêvons d'incarner et que vous contribuez à façonner. Monsieur le ministre, si vous deviez parler directement à la jeunesse marocaine, à ceux qui étudient, innovent ou travaillent, quelles sont les valeurs essentielles qu'un jeune Marocain devrait cultiver aujourd'hui pour construire le Maroc de demain? Et surtout, qu'est-ce que l'État attend de nous, la jeunesse marocaine, dans ce projet national? Waouh! Super question. Je ne l'avais pas vue celle-là dans la préparation. Non, super question, extrêmement intéressante. D'abord, qu'est-ce que j'ai comme conseil à vous donner? J'en ai aucun. Je ne me permettrai pas. Vous êtes beaucoup plus éveillé que nous à votre âge. Vous avez accès à plus d'informations. Vous avez un contexte différent, une culture complètement différente, des espaces dans lesquels vous naviguez qui sont différents des nôtres. Et donc, je ne me permettrai pas de vous donner un conseil. Je n'arrive même pas à le donner à mes enfants que j'ai vu grandir. Donc, ça va être compliqué de vous le donner à vous qui avez le même âge. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on attend de vous? Oui, ça, je peux vous le dire. D'abord,
On attend de vous que vous soyez heureux. C'est bête à dire, mais on veut vraiment que vous soyez heureux. C'est pour ça que la première chose que je vous ai dit, épanouissez-vous. Allez chercher ce qui vous fait plaisir, allez chercher ce qui vous fait vibrer, parce qu'on réussit bien mieux. On donne beaucoup plus quand on est dans quelque chose qui nous passionne que quand on y va pour de l'alimentaire. L'alimentaire suit toujours, finit toujours par suivre. Donc n'ayez pas peur, même si vous venez de conditions difficiles, même si des fois vous avez du mal. Je sais que vous allez rentrer, certains d'entre vous, j'étais étudiant, vous allez rentrer, il n'y a peut-être rien dans le frigo, et puis vous allez peut-être passer un repas ou deux, etc. Ça, je le sais, je l'ai vécu aussi. Mais franchement, épanouissez-vous. Allez chercher ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vraiment vibrer. Et je vous assure que l'alimentaire suivra. Eh bien, beaucoup mieux d'ailleurs que si vous faites des choix alimentaires. Donc, première des choses qu'on attend de vous, c'est que vous soyez heureux. Deuxième des choses qu'on attend de vous, en tant qu'État, c'est que vous ne vous interdisiez rien. Pas de complexe. Ce qu'on a envie de transmettre, c'est qu'il n'y a pas de complexe. Les succès, c'est pour ça qu'on fête aussi bien les succès de la Coupe du Monde de nos jeunes ou les transformations industrielles qu'on fait. On ne les fait pas pour s'auto-célébrer, pour se dire on est les meilleurs. On est bon parce qu'on aurait très bien pu faire ça discrètement. Ça aurait évité bien des critiques, bien des problèmes, y compris aux investisseurs, parce qu'on leur pose la question pourquoi vous sortez, vous faites plus ça en France, etc. Donc, si c'était que pour l'industrie elle-même, la discrétion aurait été plus utile dans ce genre de célébration. Mais pourquoi on le fait? C'est pour vous dire qu'aucun rêve ne vous est interdit. Ne laissez personne brimer vos rêves. Personne. C'est interdit. Ça, c'est ce qu'on attend de vous. Deux choses. Faites ce qui vous fait vibrer et ne laissez personne brimer vos rêves. Après, on sait quelles sont vos valeurs. On sait quel est votre attachement à votre pays. On sait que pour la plupart, ou tous, vous avez des gens que vous aimez là-bas et que vous avez envie de briller là-bas et que vous avez envie de reconnaissance là-bas et donc vous avez envie de faire quelque chose pour ce pays. On le sait, que vous y soyez, que vous y soyez pas. Mais ces deux choses, gardez-les. Voilà. C'est les seules choses que j'ai à vous dire. Nous allons désormais aborder un sujet d'actualité, un sujet qui a fait beaucoup parler, qui a parfois divisé, et dont certains dans le public se demandaient peut-être si on allait l'aborder ce soir. Eh bien, figurez-vous que oui. Certains philosophes disaient que le sentiment d'appartenance est un besoin de l'homme. Et c'est ce besoin qui fait que lors de grands moments comme la Coupe du Monde 2022 ou juste hier soir, on a vu la jeunesse marocaine unie, confiante et fière. Mais dans le quotidien, on sent aussi une autre réalité. Beaucoup de jeunes doutent, questionnent et se sentent parfois incompris et éloignés de ce Maroc qu'ils aiment pourtant profondément. Monsieur le ministre, comment raviver chez cette génération ce sentiment de confiance dans un pays qui change à toute vitesse? En gagnant la Coupe du Monde. Non, plaisanterie mise à part. On a connu des protestations qui n'étaient pas simples. Il y a même eu 2 soirs de violence assez particulières où certains groupes ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais d'une manière générale, les protestations se sont faites, et surtout suite à ces violences quand les choses ont été recadrées, de manière extrêmement pacifique, de manière extrêmement collaborative, et avec beaucoup de bienveillance de part et d'autre. Hein. De la part des jeunes qui sont venus manifester et des policiers ou des autorités qui sont venus les encadrer. Donc ça s'est plus ou moins bien passé. Alors nous on retient 3 leçons de ça au niveau de la sphère politique à laquelle j'appartiens, qu'elle soit exécutive ou partisane. La première des choses qu'on retient, c'est que le Marocain, qu'il soit jeune ou pas jeune, quand il voit son pays qui évolue et qui brille, c'est-à-dire quand on voit cette énergie qu'on est en train de mettre et ces succès qu'on est en train de montrer, il a peut-être l'impression que lui est laissé sur le bas-côté alors qu'on est en train de travailler que pour une petite partie qui est en train d'émerger. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux expliquer, pas seulement notre communication, mais expliquer qu'on est en train de démontrer ce qu'on sait faire pour pouvoir l'élargir.
Ce n'est pas parce qu'on veut partir sans le reste, mais on est en train de showcaser certains succès pour pouvoir attirer encore plus de confiance et d'investissement dans notre pays, pour pouvoir faire en sorte qu'on élargisse cette sphère qui avance plus vite. Et lui dire que tout n'est pas fait encore, qu'on en est conscient, on n'est pas en train de célébrer des réussites définitives, on est en train de célébrer des étapes dans notre parcours qui vont nous mener vers ce qu'on souhaite tous. Ça veut dire une santé avec un service qui soit un service équivalent ou meilleur à ce qu'on peut avoir en Suisse, parce qu'en Suisse aussi, il y a quelques délais d'attente pour certains rendez-vous, même très longs, parfois plus longs qu'au Maroc. Mais je dis ça, je dis rien. Je le dis doucement d'ailleurs. Et que le système d'éducation qui est en train de se réformer, c'est quelque chose qui prend du temps, mais on a, je pense, craqué le modèle et on est en train d'aller vers quelque chose qui fonctionne. Mais il y a des choses qui sont de moins en moins acceptées et acceptables dans un monde qui évolue. Et on regarde, on dit, mais attends, c'est pas possible. Le gars, il est en train de faire des avions, des moteurs d'avion, et moi, je suis à l'hôpital, il n'y a personne pour me parler, et puis ils n'ont même pas de quoi me faire un scanner. Donc, il se pose des questions, et des questions légitimes. Et donc, la deuxième leçon, c'est qu'en tant que gouvernement, on doit être moins dans la course au développement, aux réformes de fond, et plus dans la gestion de la relation citoyenne. Ça veut dire quoi? On doit commencer à apprendre à prendre en charge dans le micro-détail les problématiques des citoyens et pas être dans la réforme et attendre que les résultats de la réforme prennent en charge le citoyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, il y a un besoin de soins dans telle province ou dans telle commune. Allez, très bien, on va installer un hôpital, on va envoyer 3 médecins. Ce sera prêt quand? Ce sera prêt dans 1 an et demi parce qu'on doit finir ça, ça et ça. Et ben, dans cette année et demie, il faudra trouver une solution quand même pour ce citoyen qui est là-bas. Il doit plus se débrouiller comme il se débrouillait avant parce qu'il l'accepte de moins en moins. Il évolue de moins, de moins, il est de moins en moins patient et il a l'impression qu'on ne prend pas en compte son expérience et sa vie réelle, d'autant plus dans la santé, où la santé est quelque chose parfois qui peut être urgente et traumatisante et qui fait que ça crispe énormément les choses. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Transformer, oui, mais gérer les besoins, améliorer la gestion des besoins en parallèle, quitte à faire de l'amélioration transitoire pendant que les deux se rejoignent. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur le hard et moins sur la partie soft. Et c'est pour ça qu'on est en train de revoir les priorités pour essayer maintenant de plus travailler sur la partie urgence, la partie prise en charge, la partie conseil et accompagnement pour trouver les bons papiers, les bons soutiens pour pouvoir trouver une solution ou aider le citoyen à trouver une solution quand le service n'est pas encore là, ou est en train de se construire, ou n'est pas encore au bon niveau. La troisième leçon, qui était une bonne nouvelle, c'est qu'on vous avait vu, on a vu votre génération, vos congénères débarquer dans le débat public. Et donc, on vous croyait disparu dans Street Fighter et dans GTA et dans FIFA, et puis on vous a vu arriver dans les rues et dire, crier, on veut une meilleure santé et une meilleure éducation. Bien sûr, vous avez utilisé la messagerie de GTA pour le faire, mais tant mieux. Ça vous a permis de sortir dans le débat public et de venir vous affirmer sur le débat public, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que, et pas sur des choses complètement aberrantes, hein, sur des sujets réels, des problématiques réelles du pays, en exprimant une ambition, bien sûr en exprimant une volonté de grand soir à votre manière, tout de suite maintenant, mais ça, c'est typiquement la force et l'énergie de la jeunesse. Nous aussi, on a été des jeunes militants tout de suite maintenant, on ne comprend pas, il faut virer tout le gouvernement, c'est normal, et c'est pas grave. On l'accueille plutôt avec bienveillance en disant
c'est une excellente nouvelle parce que la future élite politique est en train de se former et de se constituer à partir de ces mouvements-là. Elle s'est toujours constituée. D'ailleurs, les élites politiques dans les trajectoires des démocraties se sont toujours constituées, ou même des non-démocraties se sont toujours constituées à partir de ce type de mouvement. Et on est heureux de vous voir arriver. Donc, welcome. Et il va falloir vous battre pour avoir votre place. On ne va pas la laisser comme ça, mais bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez traversé des parcours exigeants, connu des défis, mais toujours avancé avec constance. S'il y avait une seule leçon de vie que vous aimeriez transmettre à la jeunesse ici présente, une phrase, une idée ou un souvenir qui vous a marqué? Je vais le dire en arabe. Allah al-Watan al-Malik. Alors, c'est la devise de notre pays. C'est Dieu, la patrie, le roi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour le fait d'avoir répondu à toutes nos questions. Je sens que le public bouillonne pour pouvoir en poser également. Mais avant, juste avant, on a une dernière séquence, un petit instant pour détendre l'atmosphère et pour se détendre. Du coup, ça sera un petit instant Fast and Curious. L'idée pour vous, c'est de répondre à nos questions très rapides, en quelques mots, les plus importants possibles. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut lancer un chronomètre? Du coup, Monsieur le ministre, maintenez-vous que le PIB augmentera de 50% dans les 8 années à venir? Oui. Le mentor dont l'influence a été la plus décisive? Mentor indirect, Sa Majesté Mohamed VI. Si vous deviez miser sur un secteur industriel pour les 10 prochaines années, automobile ou aéronautique? La machine-outil. Et est-ce que vous préférez une usine de 1000 employés ou 100 startups à 10 collaborateurs? Les deux. Une innovation made in Morocco dont vous êtes particulièrement fier? Un robot 5 axes installé à Tanger. Est-ce que vous préférez Casablanca ou Rabat? Casa. Est-ce que vous préférez Akshor ou Interlaken? Akshor. Est-ce que vous préférez Bstela poulet ou poisson? Couscous. Et votre club de Botola préféré? Wak. Dima Ouider. Et vous qui aviez connu les deux, Maroc 86 ou Maroc 2022? 2022. Il leur aurait mis une tannée à cette 86. Et enfin, un dernier mot pour cette jeunesse marocaine présente ici. Allah al-Watan al-Malik. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet échange riche et authentique. Nous pouvons vous applaudir une fois de plus. Merci. Nous allons vous donner la parole, cher public. Si vous avez des questions, c'est le moment. Veuillez lever la main et j'aurai des camarades qui vont passer avec un micro pour vous faire passer la parole. J'aurais besoin d'un stylo et d'un papier si quelqu'un peut me prêter ça. Parce que j'ai oublié d'en prendre. Je peux vous donner un iPad. Là, un iPad, je ne sais pas faire, mais... je peux écrire là-dessus? Ouais, Mais bon, c'est bon, allez-y. Merci. Merci beaucoup. Juste que je prenne note de ce que vous allez dire, parce que sinon, il va falloir y répondre, c'est ça? Ah ouais, vous avez pas mal de questions, monsieur le ministre, hein. Bon, je vous laisse l'honneur de choisir, non? Allez-y. Bon, on commence par monsieur ici. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci pour votre intervention. Mamoun. Ouais. Alors, ma question elle est par rapport à l'industrie et le manufacturing. On sait que c'est des domaines où les technologies en place elles restent en place pendant plusieurs années, voire des décennies. Mais d'un autre côté, on parle aussi d'innovation, d'industrie 4.0. Et ma question, c'est où est-ce que vous voyez la place d'innovation dans notre tissu industriel au Maroc? Merci. Alors, ça ne reste pas en place, hein. Vous savez, par exemple, on est à la 4e génération en 15 ans. En 15 ans sur le projet Renault, 2007, un peu plus, 18 ans. Donc, on est à la 4e génération d'amélioration. Donc, ça bouge très, très vite. L'industrie bouge super vite aussi. Bon, après, une aciérie, etc., c'est un peu plus
Nous, on est en plus en industrie légère exportatrice. Donc, les transformations se font très vite. Les technologies changent très vite. L'intelligence artificielle est dans la plupart de nos usines en train de faire checker la qualité des produits, en train de réadapter les réglages des machines, etc. Ça va assez vite. Donc oui, l'innovation est là. Alors, on n'est pas très bon encore parce qu'on, comme je vous l'ai dit, on cherche de passer de la prime de manufacturing à la prime de R&D. Donc, on a mis en place, bien évidemment, des centres de recherche. Celui de Mengele est intéressant, mais il y en a plusieurs et on en est assez fiers. Et on est en train de développer, d'étoffer ça. On a mis en place une politique d'innovation basée sur 5 ou 6 étages. Ce n'est pas la Suisse, je vous rassure, mais on est en train d'essayer de construire quelque chose avec les universités et les centres de recherche. Au-dessus, un espace collaboratif, entreprise, centres de recherche et autorités publiques, etc., qui sont les clusters. On les met ensemble pour travailler, pour faire des projets d'innovation. Puis après, on a mis des centres techniques qu'on subventionne, qu'on a mis à la disposition des fédérations industrielles pour qu'elles puissent accompagner tout ça. Et puis, on a mis on the top, avec tout ce qui est start-up et innovation, on a mis tout un système d'accompagnement d'accompagnement financier avec le Fonds soutien à l'innovation industrielle, qui est en 3, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en 3 étages, avec une partie pour les brevets où on finance la partie études qui va jusqu'à l'équivalent de 1 million de dirhams, donc c'est 100 000 euros plus ou moins, 100 000 $. La partie prototypage où l'État finance jusqu'à 400 000 $. Et la partie ligne pilote d'industrialisation, l'État finance jusqu'à 500 000 $ et 300 projets par an qu'on accompagne. Après, derrière tout ça, tout un système d'accompagnement à travers l'Office des brevets. Je reviens à mon Einstein, donc, qui fait partie du giron du ministère, qui accompagne, qui gère la mutualisation des moyens et des capacités de nos centres de recherche. Ça veut dire on met ensemble les machines qu'on peut avoir dans les laboratoires, les différentes capacités technologiques humaines et physiques qu'on peut avoir dans les laboratoires à la disposition des innovateurs ou des chercheurs pour qu'ils puissent les utiliser de manière mutualisée. Et aussi, cet espace collaboratif sert à faire émerger soit les besoins en technologie que peuvent exprimer les entreprises, ou l'accompagnement de technologies qui émergent chez les innovateurs, ou la mutualisation des technologies qu'on peut mettre en place pour trouver des solutions. Donc voilà un petit peu la construction, pour faire simple, hein, la petite architecture qu'on a mise en place, qui commence à fonctionner. Le Maroc est en train de gagner chaque année les places, des places. On a gagné 9 places l'année dernière dans le Global Innovation Index. On est, je crois, 52e ou 53e ou 52e mondial, numéro 1 en Afrique et numéro 5 mondial dans le dépôt des dessins industriels par rapport au PIB. On était numéro 1 l'année dernière. La Chine et quelques pays nous ont dépassés. La Suisse est première. Mais bon, on est quand même on est passé de la 100e place autour de la 50e place, enfin dans le top 60 maintenant. Et on est assez fiers de cette progression. Ça nous a fait passer du low cost au best cost, parce que le dessin industriel, c'est encore le best cost. Et on est dans le brevet secondaire, c'est pas grave. Mais on est en train d'émerger aussi dans cet aspect-là sur la best solution. Voilà. Désolé d'être aussi long, mais c'est un sujet intéressant. Les filles. Une fille et un garçon. Bonjour, monsieur le ministre. Comment vous appelez-vous, jeune fille? Allez-y, allez-y. Alors, j'ai 2 petites questions, si vous me le permettez. Donc, la première, vous avez parlé de l'attractivité du Maroc aux grands groupes, etc. Vous avez aussi parlé de taux d'intégration. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de dépendance? Et s'il y en a un, est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ça? Pourquoi il faut l'éviter? La Il faut la dépendance. gérer. On est dans un monde interdépendant. On est dans un monde interdépendant. On dépend de pays pour notre énergie. On fait notre transition énergétique, mais on va toujours dépendre d'autres pays pour faire notre énergie. On dépend de pays pour vendre nos produits. Donc, même si on les fait nous-mêmes, pas tous les acheter. Donc voilà, il faut gérer cette interdépendance et gérer les règles du jeu
qui sont le plus difficile maintenant, c'est qu'on est en moving target dans les règles du jeu. Un jour, on a des tarifs, un jour, on n'en a pas. Un jour, on doit commercer avec celui-là. Un jour, on n'a plus le droit de commercer avec celui-là. Un jour, si on commerce avec celui-là, on ne peut plus commercer avec l'autre. Un jour, il faut un partenaire fiable et un autre jour, il faut la liberté. Donc voilà, dans un pays comme le nôtre, qui est un pays qui n'a pas une densité suffisante et économique et de population pour influer sur le cours des trajectoires des échanges mondiaux, il faut juste savoir ajuster les voiles au bon moment et prendre le bon vent et les bonnes vagues pour aller le plus vite possible. C'est ce qu'on fait. Aussi, ma deuxième petite question, si vous avez parlé de vos défauts, enfin plutôt de vos échecs, quels sont-ils et quelles leçons vous en avez tirées? Il va falloir vous lever tôt pour que je vous le dise. Non, non, franchement, oui, plusieurs échecs à plusieurs étapes de ma vie qui sont de moins en moins douloureux parce qu'avec l'âge et la maturité, on se rend compte que c'est bénéfique. Mais ouais, j'ai pris des belles claques et qui, a posteriori, m'ont rendu meilleur. Mais sur le moment, je pensais que ma vie était finie. Je pense que ça vous est arrivé aussi à certaines reprises de penser que votre vie était finie, soit parce que vous avez raté un examen ou vous avez une rupture sentimentale ou d'autres choses. Mais non, non, c'est que le début et vous avez plein de choses devant vous à faire et ça vous rend encore plus fort et il faut que ça vous rende encore plus ambitieux, quoi. Bon, vous voulez une fille, on va choisir une fille. C'est la dame, elle avait demandé. Bah ouais. Et on a une chance. Oui, bon. D'abord, il y a plus de filles en école d'ingénieur qu'à mon époque, hein. Nous, on était sur une promotion de 800, je crois. Il y avait 12 filles. Ça a changé un peu. C'était machine. C'est vrai qu'en bio, il y en avait un peu plus. Là, c'est un peu mélangé. Mais au Maroc, en école d'ingénieur, 50% des lauréats sont des lauréates. Parité parfaite. Je dis ça, je dis rien. Ça fait du bien de le dire. Allez-y. Bon, moi, c'est pas une question, hein. Donc, on n'est pas. Je suis là avec ma collègue et qui est une compatriote, donc elle s'appelle Amal. Moi, je m'appelle Ilham Chaboun. Nous, on travaille ici en Suisse, donc on travaille pour une société de sécurité qui est assez connue dans notre domaine de sécurité, c'est SICPA, et on a beaucoup de partenariats avec le PFL. Donc moi, je suis très, très fière vraiment d'être, de représenter vraiment le Maroc et avec mes autres collègues marocains. Et on était tous contents de recevoir un email, je crois que c'était vendredi dernier, qu'il y a notre ministre du Maroc de l'innovation de l'industrie qui est de passage au PFL. Malheureusement, ça n'a pas sorti beaucoup du cadre de PFL, donc on s'est permise de venir dire bonjour à tous nos étudiants. Et donc au PFL, chez SICPA, on reçoit aussi quand même pas mal de stages et on a une très très grande unité qui est basée à Casablanca. Et donc si jamais, pour dire, voilà, le Maroc, donc il est un petit peu présent partout et ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous tous. Allah يكمل عليكم بالخير كاملين. Et bravo. Amine, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Il a ses copains, il faut payer pour prendre le micro. Oh, bien sûr, hein. Bonsoir, Salut. Yasmine Chakour. J'ai une question. On sait qu'au Maroc, on a des hubs industriels, Casablanca, Tanger, etc. Comment on fait aussi pour désenclaver les autres régions du royaume et pour que cette industrialisation, elle profite à toutes les régions? D'abord, Yasmine, c'est pas gentil de faire des reportages en direct sans en informer les gens que vous filmez. Parce que votre papa vient de m'envoyer un message, reportage en direct de ma fille. Non, c'est un plaisir. Alors, j'ai pas écouté la question du coup. Vous pouvez la répéter? J'étais en train de lire un message de votre père. Vous allez me pardonner quand même. Il aura affaire à moi. J'y compte bien. Du coup, ma question, c'était comment désenclaver aussi les autres régions du royaume Oui. et les faire profiter de Alors, l'industrialisation.
On a, bien évidemment, comme vous le savez, c'est l'une des grandes questions, d'ailleurs c'est l'une des grandes demandes de la jeunesse qui est sortie. C'est pas normal qu'on ait ça ici et là, et qu'on n'ait pas ça partout. L'industrie, c'est assez complexe parce que c'est souvent lié à une capacité logistique d'abord, parce que c'est de la transformation. On prend un intrant, on le transforme et on le renvoie. C'est de l'industrie de transformation. Donc, soit on a l'intrant sur place et c'est plus facile, et soit on a le marché sur place et c'est plus facile aussi. Autrement, on doit être à côté d'un port si on n'a pas les deux sur place, pour faire simple. Ou alors à côté ou dans une zone un peu centrale comme en Suisse où on fait 300 km en tirant de tous les côtés. Donc, avec des marchés extrêmement importants partout, et où on est suffisamment positionné sur la chaîne de valeur dans la partie innovation, dans la partie marque, donc on peut commercialiser nos produits un peu partout, et puis on peut même des fois même renoncer à la partie prime de production, la délocaliser tout en gardant le nom Nestlé dessus sans aucun problème, et c'est là où on se fait le plus de richesse. Et la partie innovation ici, créer des aliments avec les super ingénieurs, et puis le lait en poudre, bah, on va le faire à Casablanca. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, ça vous donne un petit peu comment on réfléchit de manière très basique, hein, parce que c'est des modèles assez complexes pour travailler sur le territoire. Alors justement, quand on a fait la feuille de route de la souveraineté, déjà, il fallait aller chercher tous les intrants possibles dans les territoires qu'on pouvait valoriser. Alors, il y en a qui peuvent être valorisés au niveau agricole, c'est assez simple. Donc, il fallait spécialiser, créer de la valeur, transformer, etc. Au niveau matériaux de construction aussi, c'est assez simple. C'est les deux. Il y a 3 ou 4 industries qui sont assez simples à valoriser sur place. La partie agricole, la partie matériaux de construction, parce qu'en général, c'est assez lourd à transporter. Donc, on fait des briques sur place, on fait du béton sur place, etc. La partie minière aussi, qui sont des richesses qui sont dans des endroits assez reculés et malheureusement qu'on transforme ailleurs. Mais un cuivre qui sort à 0,5%, le transporter pour aller le valoriser, le concasser à 500 km pour qu'il arrive à 15%, et puis après le mettre dans un bateau, l'envoyer en Chine pour qu'il arrive à 99%, c'est un peu on l'envoyer en Allemagne, c'est un peu, ça crée des problèmes d'empreinte environnementale et c'est un peu dommage parce que ce cuivre-là vient d'une région qui mériterait d'être valorisée. Donc en prenant, il y a différentes choses aussi, on regarde le pool de talent qu'il y a là-bas, comment on peut l'améliorer, le renforcer, etc. Les plans logistiques pour pouvoir faciliter les accès, la programmation, quand est-ce que, sur quel port ça va déboucher, sur quel marché ça va déboucher. C'est toute une architecture complexe pour définir comment on peut attirer dans les différentes régions et on programme en fonction de ça. Donc le programme est fait en fonction de ça. Deuxième chose, après, il faut créer des incitations pour envoyer les investisseurs parce qu'ils n'y vont pas naturellement. La plupart des investisseurs, même quand ils sont en labor intensive, ça veut dire ils sont sur le câblage ou sur le textile, ils vont venir me dire « Mais moi, je veux une zone à Tanger et à côté du port. » Je lui fais « Mon gars, tu vas aller à Tanger à côté du port, tu vas te ruiner. » Il me dit « Mais non, puisque la logistique, c'est à côté. » Je lui fais « Non, parce que c'est super cher. Et puis la vie est assez chère là-bas. Et puis tes ouvriers, ils bougent. Il y a une compétition énorme. Et donc ta compétitivité, que tu crois améliorer juste sur le volet logistique, sur tous les autres volets, tu vas te bananer. Donc, il faut que je l'incite à aller un petit peu vers Taza, vers d'autres régions, parce que là, c'est pas cher. Ces ouvriers, avec ce qu'ils leur donnent, ont une vie plus décente qu'ils auront à Tanger ou à Casablanca. Et donc, je dois l'encourager à aller là-bas. Donc, je dois lui préparer des capacités d'accueil, des zones industrielles. Je dois lui donner des incitations supplémentaires pour l'encourager au début. C'est pour ça qu'on a fait des primes territoriales différentes entre des zones supposées plus attractives par rapport à d'autres. Donc, le prix du terrain est plus faible parce que je l'ai acheté de manière moins chère. Le soutien à l'investissement est plus puissant, etc. Et donc, on essaye d'accompagner aussi pour qu'ils retrouvent les compétences, pour que ces cadres se retrouvent aussi dans une ambiance assez intéressante et qu'ils puissent avoir leurs enfants scolarisés dans les bonnes écoles, etc.
Et donc, c'est tout un ensemble qui fait que ce n'est pas aussi simple à faire, mais on est en train de le faire. Alors, Tanger, par exemple, n'était pas une zone industrielle avant Tanger Med. Nador n'en est pas une aujourd'hui, mais il y a un port qui arrive, qui va équiper Nador, qui va être encore théoriquement plus grand dans sa dernière phase que le port de Tanger et qui va transformer complètement la zone. Darla, avec la vision atlantique de Sa Majesté, pareil. Donc, le Maroc est en train de... Sidi Ifni et Guelmim avec l'hydrogène, etc. Tout le Maroc et la dorsale énergie entre Figuig et Nador qui est en train de prendre forme. Donc, on est en train de travailler sur les corridors en fonction des qualités et des potentialités de chaque région pour en tirer le maximum et même pour le booster. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais l'intention y est. Et en attendant, gérer cette phase transitoire de laquelle on a parlé tout à l'heure et gérer ces fameuses attentes. Donc, on est en train de se mobiliser sur des projets structurants pour qu'au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau du transport, on soit au rendez-vous aussi. La Coupe du Monde est une occasion exceptionnelle pour le faire, au moins au niveau de la santé et au niveau du transport. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ça parce que c'est important. Tout le monde pense qu'il faut prioriser ça par rapport à ça, alors que la Coupe du Monde est un accélérateur pour améliorer le système de santé et le système de transport. Pourquoi? Parce que dans le cahier des charges de la FIFA, sur les 6 villes qui vont accueillir les matchs et les 30 villes qui vont accueillir les équipes et les fan zones, parce qu'il y aura 30 équipes qui seront logées dans 30 villes différentes, on doit avoir un système d'urgence et d'accueil digne d'un pays extrêmement développé. Donc, tout le réseau des urgences et de la prise en charge du malade va être installé sur 36 villes. En fait, ça fera 32 parce qu'il y a des mélanges sur 32 villes. Et le réseau de transport public doit être aussi digne d'un pays développé. Donc, c'est pour ça que vous voyez les trains régionaux qui sont en train de se mettre en place sur ces 32 villes. Cherry on the cake, la bonne nouvelle, c'est qu'après le discours de Sa Majesté lors de la fête du trône le 30 juillet, quand il a parlé de « je ne veux pas d'un Maroc à 2 vitesses », c'est-à-dire que vous n'allez pas le faire seulement pour les 32 villes, vous allez le faire aussi pour toutes les autres. C'était le message en clair. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses bien illustrées et bien pensées. Bon, je crois que les gens ont bien suivi ce soir, contrairement au cours de physique. Vous regardez, il y a beaucoup de questions. Mais pour cette question, je crois qu'on va privilégier le dernier tiers. Bon, c'est une personne qui fait partie de notre comité. Et voilà. Merci beaucoup, Amine. Je voulais poser cette question depuis tout à l'heure. Lorsqu'on parle d'industrie, on parle souvent de planification, de stratégie sur plusieurs années. Donc, ça passe sur plusieurs gouvernements. Du coup, ce sont déjà des choix imposés par une certaine personne. C'est la même personne qui vous choisit à votre poste. Et du coup, on peut se demander si un ministre a des vues et des objectifs qui diffèrent de la volonté royale, est-ce qu'il peut accéder à son poste? Dans ce cas, peut-on parler toujours de démocratie? Alors, c'est une très, très bonne question que vous avez posée. Elle est exceptionnelle parce que la monarchie au Maroc, c'est une chance. On a réussi l'industrie parce qu'on avait une vision sur 20 ans. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement ou un ministre qui débarque un matin qui dit « je vais tout casser et je vais recommencer à zéro ». Parce qu'on n'a pas des gouvernements de 12 ou 13 heures. Parce qu'on a un gardien du temple qui est en train de nous dire « voilà le cap ». Bien sûr, c'est une équipe, ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est une démocratie? C'est une fois que le souverain nous a choisis, comme un président choisit son administration, qu'il soit aux États-Unis ou qu'il soit ailleurs, ou en France, où le roi nomme le ministre en Espagne, bah on va devant les représentants du peuple qui nous disent, excusez-moi le terme, oui ou merde. Et eux aussi ont la capacité de nous virer. Eux aussi ont la capacité de faire des motions de censure. Donc on est choisi, on va présenter un programme politique, on le présente et on passe devant le Parlement. Et croyez-moi, je passe beaucoup de temps devant le Parlement à rendre des comptes et à faire passer des choses ou à ce qu'on me refuse des choses dans un cadre de négociation. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que si je ne suis pas d'accord, je vais être choisi ou est-ce que si je suis d'accord, je ne vais pas être choisi? On n'est pas dans une forme 0-1. On est dans une monarchie qui dure depuis 12 siècles, qui imprime une continuité sans rupture
mais qui gère les évolutions de manière incroyable. Le Maroc s'est transformé en 25 ans. Donc, si j'ai des opinions en tant que responsable d'un secteur, ou en tant que parti politique, ou en tant que force de la jeunesse, je les exprime. J'ai la chance de les exprimer de manière plus proche et dire, sire, ou dire aux équipes, je vous propose tel programme et je vous propose tel projet, et voilà pourquoi je pense que c'est bénéfique pour mon pays, et de convaincre, et de convaincre, et je dois aller convaincre partout. Ça ne s'arrête pas là. Je dois aller convaincre partout. Donc j'ai une chance, on a une chance formidable de pouvoir nous inscrire sur le temps long grâce à notre monarchie, tout en laissant toute la démocratie respirer, parce que si les représentants du peuple, desquels ils m'ont permis d'être là aussi, parce que le choix ne se fait pas de manière, se fait de manière encadrée. Le Premier ministre ou le chef du gouvernement doit faire partie du premier parti arrivé aux élections. Le gouvernement présente un programme et il est adopté ou pas par le Parlement. Donc, ce n'est pas aussi simple que c'est décrit comme vous le décrivez. Et donc, si on perd notre majorité, ben, on s'en va. Si on perd aux élections, ben, on s'en va. Si on n'est pas premier, ben, on n'est pas proposé du parti premier, on n'est pas proposé à la tête du gouvernement. Donc, on a une continuité, on a une souveraineté, on a une longueur de vue et en même temps, on a un exercice, une respiration démocratique qui nous permet de proposer les ruptures sans tout casser. Salam alaikum, monsieur le ministre, et salam alaikum à toute l'Assemblée. Alors, moi, j'aurais une question à poser, ensuite une information, voire une proposition, parce que, comme on dit, qui tente rien n'a rien. Moi, je m'appelle Noé Ibrahim, j'ai 23 ans, je suis étudiant en sciences politiques et je suis d'origine éthiopienne, donc je suis ni marocain ni étudiant à l'EPFL, je suis un peu l'imposteur Bienvenue. de la soirée. Merci, on est tous frères. Et du coup, oui, ma première question... Il y en a qui sont plus frères que les autres, mais allez-y. Du coup, ma première question, alors dans une dimension un peu plus large, si on s'intéresse sur le continent africain, moi j'aimerais savoir en fait finalement quel est le projet du Maroc sur le plan du développement africain dans le secteur industriel et savoir en fait quel est le niveau de priorité pour le Maroc aujourd'hui, si est-ce qu'elle veut se focaliser uniquement sur son peuple et son territoire ou s'engager dans une dynamique beaucoup plus panafricaine. Et ensuite, pour l'information, j'ai dit que j'étais étudiant en sciences politiques, mais je suis également entrepreneur dans le secteur du commerce international à travers ma société Global Gen Trade. Pour la faire très très courte, mon groupe et moi, on porte un projet qui vise à moderniser et à développer la mécanisation agricole en Afrique à travers l'importation de tracteurs de haut standard, mais surtout à l'établissement d'usines d'assemblage de tracteurs. Et en 2024, nous avons pu introduire sur le marché nigérian et importer 1000 tracteurs. Et ensuite, nous sommes aussi en train de finaliser la construction d'usines d'assemblage avec notre groupe. Et nous sommes en plein pour parler avec le gouvernement éthiopien et envisager aussi de discuter avec le gouvernement sénégalais et burkinabé. Et du coup, voilà, pour faire très très court, pas monopoliser le dialogue, le projet il consiste à développer l'industrialisation des pays africains, à contribuer à la souveraineté des pays africains et à contribuer à la création d'emplois durables et qualifiants. Du coup, nous sommes en pleine expansion à travers l'Afrique et on cherche à collaborer avec des gouvernements qui partagent ces mêmes objectifs et qui sont africains, comme le Maroc. Et voilà, donc si cela peut vous sembler être une bonne opportunité pour votre pays, je serais heureux de saisir l'opportunité de vous présenter en détail notre projet et voir comment on peut s'intégrer dans le marché, dans le pays marocain. Et voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, j'ai pas de leçon à donner, ni de vision, comment dirais-je, non, c'est pas le bon mot. J'ai pas de leçon à donner par rapport à votre rôle, votre génération dans le développement du continent. Mais ce qui est tracé, encore une fois par le souverain, on a un proof of concept qu'est le Maroc. Et le Maroc a démontré qu'il était capable de faire des choses intéressantes. Et même à crever pas mal de plafonds de verre. Des choses qui nous semblaient impossibles, on a réussi à les percer. L'installation, l'assemblage du réacteur en est une. La victoire en Coupe du Monde des jeunes en est une autre, etc.
Le fait d'avoir le premier véhicule vendu en Europe, Made in Morocco, et le deuxième aussi, en est une troisième, etc. Donc, on a démontré cette capacité. Après, on a proposé, et on est en train de travailler sur une intégration, notamment sur le côté atlantique. L'Éthiopie étant un petit peu de l'autre côté, c'est sur la partie atlantique, et le souverain a proposé une intégration qui est en train de se matérialiser au niveau logistique. On est en train de faire nos points d'intégration au niveau logistique, c'est-à-dire avec le prolongement de ports de classe mondiale, notamment celui de Dakhla, qui est un port qui démarre sur sa première année, en 2028, je pense, 2029, sa première année de capacitaire, il aura la même capacité que le port de Casablanca, notre plus grand port historique, ouvrant l'Atlantique à l'ensemble des pays du Sahel, mais ouvrant le monde, parce que ça va être un port de transbordement où l'Afrique atlantique sera connectée plus à travers Tangemed seulement, mais à travers Dakhla au monde entier et aux lignes maritimes du monde entier, ce qui est exceptionnel. On est en train de faire une intégration au niveau énergétique avec le gazoduc Nigeria-Maroc, qui est un projet qui n'est pas simple. C'est un projet qui a 3 aspects. Le premier aspect, il devait se bâtir sur un business model positif, il devait être soutenable. Soutenable, ça veut dire fournir le gaz à l'Europe et créer en même temps une capacité à transformer une partie de ce gaz pour répondre aux besoins des pays qui sont traversés par le pipeline. Donc, il va permettre à 14 pays d'améliorer ses capacités à produire de l'électricité, parce qu'ils auront le gaz à leur disposition, et le droit de passage et un prélèvement d'une partie du gaz pour le passage qui va permettre à ces pays de pouvoir s'électrifier, parce que 60% des Africains n'ont pas accès à l'électricité. 2, ça va améliorer leur rendement en termes agricoles, parce qu'il y aura une combinaison entre le gaz et l'ammoniac qui en est géré et le phosphate pour faire les fertilisants avec l'OCP et pour pouvoir améliorer au moins de 50 à 80% les rendements des champs avec des fertilisants adaptés à tous ces pays grâce à l'ammoniac qui vient du gaz et au phosphate. Donc, amélioration de la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité alimentaire. Et puis, tout un travail qui est fait aussi sur tous les pays pour développer la valorisation de leurs matières premières, donc l'industrialisation de ces pays, et développer leur industrie de transformation avec la disponibilité d'énergie du coup et toute une stratégie industrielle qui est derrière dans la mise en place de zones économiques spéciales qui permettent de préparer ces pays à accélérer leur transformation industrielle. Dernier aspect qui est encore sur lequel nous travaillons, qui est l'initiative atlantique au niveau de l'intégration des pays du Sahel. Comme vous savez, beaucoup de pays du Sahel n'ont pas accès directement à l'Atlantique et en fonction de considérations géopolitiques, on leur ferme des fois les accès maritimes, même à leurs produits les plus basiques. Donc, il y a tout un travail de corridor sahélien qui est en train d'être proposé, porté par le Maroc, pour pouvoir mettre en place une infrastructure avec des nœuds de développement dans différents points et à l'intérieur de différents pays, pour pouvoir permettre non seulement de faciliter l'accès de ces pays au port de Dakhla, qui va être le port de référence, et en même temps de les accompagner dans la mise en place de nœuds de développement dans leur pays et la mise en place, surtout, aussi et surtout, la consolidation de la stabilité dans la zone sahélienne où, comme vous le savez, il y a beaucoup de perturbations au niveau sécuritaire. Donc, une ambition énorme, des programmes à 500 milliards de dollars qui sont déjà sur la table et sur lesquels nous avons commencé à travailler, avec plusieurs pays qui nous rejoignent dans ces initiatives. Et ce sera un énorme chantier pour votre génération, croyez-moi. Donc, nous, on a modestement contribué à construire l'exemple, le petit proof of concept qui est en train de se faire au Maroc. Mais avec vous, je suis sûr qu'on le fera à l'échelle continentale, en tout cas à l'échelle atlantique du continent. C'est ce sur quoi on est en train de travailler. Ah, ouais. Merci, mesdames et messieurs, mais
Je vous tiens à vous présenter mes sincères excuses parce qu'on va entamer la dernière question de notre Q&A qui était vraiment intéressante par des questions variées accompagnées avec des réponses bien réfléchies. Et malheureusement, la dernière question sera présentée par une fille parce qu'on a eu, pour garder un peu le Q&A homogène, 4 garçons, 2 filles. Du coup, on va choisir une fille. Et ça sera pour mademoiselle ici avec sa main levée. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Approchez le micro parce que je sais que vous l'avez préparé en plus, vous l'avez écrite votre question, la Ouais. classe, ça c'est déjà bien. Vous aviez dit, ce n'est pas à moi de définir la place des jeunes, c'est à eux de la prendre. Mais beaucoup de jeunes se demandent justement comment concrètement prendre cette place. Il y a beaucoup de chercheurs marocains basés en Suisse ou ailleurs qui aimeraient contribuer au développement industriel au Maroc, notamment en créant des centres de recherche, des laboratoires, etc. À qui peut-on concrètement soumettre ce type de projet et aussi qui devrait les financer? L'État, les entreprises ou une alliance publique-privée, etc. J'ai une deuxième question. Vous avez aussi, enfin, pendant la conférence, on a mentionné votre passage à l'ETH Zurich et cette proximité entre la Suisse et le Maroc ouvre de vraies perspectives. Si vous pouviez lancer un seul projet de coopération concret entre la Suisse et le Maroc dans l'innovation, la formation et la recherche, lequel choisirez-vous? Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. On a tous entendu religieusement le mot d'introduction de Sir Rachid Gadawi, du professeur Rachid Gadawi. Donc, comment faire? Il faut faire son ours. Voilà. Il faut faire son ours et aller se débrouiller, trouver les choses. Les chercheurs sont des gens très intelligents, avec beaucoup de... Même ici, hein, un professeur-chercheur va chercher son financement, va se battre pour aller acheter un équipement, avoir une prime pour recruter un doctorant pour pouvoir travailler. Voilà. Vous savez le faire ici, les chercheurs le savent le faire ici, ils sauront le faire ailleurs et encore plus au Maroc. Donc il faut trouver. C'est plus difficile parce que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas le même soutien et volume de soutien, c'est pas le même niveau de maturité technologique, mais il faut travailler selon les modèles de recherche qu'on connaît pour le faire. Et, et j'entends souvent ça. Quand on... Mais il y en a qui agissent, il y en a qui le font, il y en a qui sont dans le concret et il y en a qui sont dans la demande. Donc voilà, mon conseil, ce serait plutôt d'être parmi les premières catégories que les deuxièmes quand on a un projet en tête, quand on a envie de le faire, quel qu'il soit, hein, que ce soit la start-up de notre ami ou que ce soit quelqu'un qui veut chercher dans un domaine particulier. Bah, il va aller là d'abord, là où on l'accueille pour le faire, où il a visé pour le faire, et puis au fur et à mesure, il va s'épanouir. Et s'il arrive à suffisamment s'épanouir, il va avoir sa propre chaire de recherche avec son propre financement qui vient pour l'accompagner, pour le faire. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est pas une décision, c'est moins une décision politique qu'une décision de témérité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Alors, la deuxième question, c'était quoi? Je suis fatigué là. Quoi? Ah oui, bah, c'est très simple. Le PFL à Casablanca ou à Marrakech, à Agadir. Je l'avais proposé d'ailleurs, mais j'y suis pas encore. On est en train de travailler sur des chairs. Mais comme on a attiré Centrale, que j'ai l'honneur de présider à Casablanca, et on a attiré Arrêt Métier, que j'ai l'honneur de présider à Casablanca, je serais ravi et heureux de pouvoir avoir le PFL au Maroc. Arrêt Métier, c'est à Salé. Je serais heureux et ravi d'avoir le PFL au Maroc. Voilà. Très belle Et initiative. puis, ça me permettra de vous avoir pour les 2 premiers propés jusqu'au bachelor et de vous envoyer ici après faire ce que vous avez envie de faire. Parce que vous aurez une vie plus sympa quand même si vous faites les 3 premières années au Maroc. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher public, pour vos questions. On aurait aimé faire durer ce moment encore plus longtemps. J'invite Selma à venir prononcer un mot de la fin. J'invite également toute l'équipe de la PML à venir ici sur scène pour que vous voyez ceux qui sont derrière ce travail colossal. Et merci d'être venu encore. Et Selma, je te donne la parole. Ben, on est arrivé à la fin.
C'était une conférence assez enrichissante et je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venu et remercier Monsieur Riyad Mezour, Monsieur le ministre Riyad Mezour, d'avoir pu assister avec nous aujourd'hui. Genre, il a fait l'effort de venir directement de l'aéroport pour être présent avec vous. Donc voilà, on va plus le fatiguer et tout, comme ça il se repose bien. Donc merci beaucoup à vous d'être venu et je voudrais aussi que vous applaudiez fort à l'équipe qui a organisé tout l'event et merci à vous.